tous, bienvenue sur Jean-Mi. Aujourd'hui, on va parler de Château Combo. Château Combo est un jeu de Grégory Gaille et de Mathieu Roussel. Avec des illustrations de Stéphane Escapa, le jeu est édité par Catch-Up Games. Dans Château Combo, les joueurs vont devoir recruter des personnages de deux lieux, le château ainsi que le village, afin de construire leur propre maison et de générer des combos puissants. Château Combo est un jeu de construction de tableau où chaque joueur va recruter des cartes afin de construire un tableau devant soi de 3 par 3, soit 9 cartes. À chaque tour, les joueurs dépenseront des pièces pour recruter des personnages, en choisissant entre les paysans et les nobles qui sont disponibles dans les deux marchés. Cette décision simple cache en fait une réflexion stratégique profonde, car chaque personnage recruté interagira avec ceux qui sont déjà présents dans votre tableau, pour déclencher des effets immédiats ou des bonus de fin de partie. La gestion de vos clés et de votre or sont essentielles afin d'arriver à la victoire. La gestion judicieuse de vos ressources permettra de choisir les personnages les plus adaptés à votre stratégie, tout en maximisant leurs effets et afin de gagner le plus de points à la fin de la partie. Le but du jeu est de créer le tableau le plus optimisé possible et le joueur avec le plus de points en fin de partie remporte la victoire. Avec une durée de partie de 10 à 25 minutes pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans, le jeu est parfait pour les joueurs cherchant une expérience de jeu rapide mais riche en choix stratégiques. Château Combo est une excellente option pour ceux qui veulent vivre des moments de tension, de réflexion et de satisfaction intense dans un format compact. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer les règles du jeu et après, je vous donnerai mon avis sur ce dernier. Quel est le but du jeu et comment se déroule la partie? Chaque joueur recrute 9 personnages et les place dans son tableau de 3 cartes par 3. Les 78 cartes de personnages du jeu proviennent de 2 lieux distincts, le château ainsi que le village. Le pur messager détermine dans quel lieu un personnage peut être recruté. Chaque personnage recruté vous accorde immédiatement un effet et apporte des points en fin de partie, selon les conditions précisées sur la carte. Après 9 tours de jeu, lorsque chaque joueur a recruté 9 personnages, la partie se termine. Les joueurs dont le tableau de personnages vaut le plus de points remportent la partie. Comment lire une carte? Ici nous avons son coup en or. Ici, c'est l'icône messager, s'il faut le déplacer. Le nom du personnage ainsi que la bannière, l'effet, le parchemin de score pour la fin de partie, et ici les blasons. Il existe 6 types de blasons. Pour la mise en place, vous mélangez les cartes château, à dos gris, et vous les placez en une pioche au centre de la table. Vous révélez les 3 premières cartes, et vous les disposez en ligne à côté de la pioche. Vous répétez l'opération avec les cartes village. Vous placez la pioche village, et les 3 cartes révélées, en dessous des cartes château. Placez le pion messager à côté des cartes village. Chaque joueur prend 2 clés et 15 or. Forme une réserve avec les clés et l'or à portée des joueurs, en sachant que les ressources ne sont pas limitées. Si elles viennent en manquer au cours de la partie, vous pouvez prendre un substitut. Vous allez déterminer un premier joueur au hasard et vous allez être prêt à jouer. Avant de continuer la vidéo, je tiens à vous dire merci, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos, donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, ça fait plaisir et ça donne de la motivation. Sur ce, reprenons le cours de la vidéo. Comment se déroule le jeu? En commençant par le premier joueur, puis dans le sens des aiguilles d'une montre, les joueurs jouent chacun leur tour, jusqu'à ce que chacun ait 9 cartes devant lui. À votre tour, vous allez réaliser l'étape suivante. Dépenser une clé, ce qui est optionnel, acheter une carte, ce qui est obligatoire, appliquer l'effet d'une carte, ceci est obligatoire. Déplacer le pur messager et compléter les 2 lieux, ceci est également obligatoire. Une fois que ces 2 étapes sont accomplies, c'est au tour du prochain joueur, dans le sens horaire. L'action de dépenser une clé est une action optionnelle. Vous pouvez dépenser une clé, et une seule, en votre possession pour réaliser une des 2 actions suivantes. Déplacer le messager sur l'autre lieu, c'est-à-dire du château ou du village. Défausser les 3 cartes du lieu où se trouve le messager et révéler les 3 nouvelles cartes de la pioche correspondante. Les cartes défaussées sont placées à gauche de leur pioche en une pile face visible, consultable à tout moment. Si une pioche est vide lorsque les cartes doivent être révélées, mélangez la défausse pour former une nouvelle pioche. Ensuite, l'autre action est acheter une carte. C'est une action obligatoire. Vous devez prendre l'une des 3 cartes visibles dans le lieu du pion messager. Vous payez le coût en or de cette carte, qui est indiquée en haut à gauche, puis vous la placez dans votre tableau. Certaines cartes, comme celle-ci, indiquées par un bandeau doré, confèrent une réduction permanente sur vos achats de cartes de lieux indiqués, château, village ou les 2. Ici le château, il aurait du marron pour le village, et s'il y a les 2, c'est pour le château et le village. Pensez bien à appliquer toutes les réductions de votre tableau en les cumulant. Le coût minimum d'une carte est de 0. Vous ne gagnez jamais d'or si vous avez plus de réduction que le coût de votre carte. Si la carte que vous achetez a elle-même un effet de réduction, cet effet ne s'appliquera qu'à partir de votre prochain achat. Vous avez toujours la possibilité de prendre une carte sans payer son coût pour la placer face cachée dans votre tableau. En faisant cela, vous ignorez son effet, ses points en fin de partie et toute autre information. Mais vous gagnez immédiatement 6 or et 2 clés en compensation, comme rappelé au dos des cartes. Vous allez placer immédiatement la carte que vous venez de prendre dans votre tableau. Cependant, vous devez respecter 2 règles. Chaque carte, après la première, doit être placée adjacente orthogonalement
a au moins une autre carte de votre tableau. En fin de partie, votre tableau doit constituer une grille de 3 par 3. Vous ne pouvez jamais ajouter une quatrième carte à une ligne ou à une colonne. C'est-à-dire que je poserai ma première carte comme ceci. Je pourrais ensuite poser une carte là, là, là ou là. Je ne pourrais pas en poser une là. Certaines cartes apportent des points selon des contraintes de position dans votre grille. Cette position ne se construit qu'au fur et à mesure que vos lignes et vos colonnes se remplissent. Si je prends cet exemple de départ, ce départ pour mon tableau détermine définitivement la colonne de chaque carte. Gauche pour le garde, centre pour l'espion et droite pour le milicien. Par contre, à ce stade, seul le placement des cartes futures déterminera si cette ligne sera celle du haut, du milieu ou du bas. Une fois que vous avez acheté et placé votre carte, vous allez devoir appliquer l'effet de cette carte. L'effet d'une carte est appliqué juste après que la carte ait intégré votre tableau. Cette carte elle-même est prise en compte pour la résolution de son effet, sauf s'il s'agit d'une réduction. Sauf précision contraire de la carte, un effet est toujours un gain pour vous, basé uniquement sur votre tableau. Prenez les éléments qui vont être indiqués, clé et ou or de la réserve. Par exemple, ce symbole-là vous indique que vous devez gagner une clé pour chaque bannière village dans votre tableau, en comptant la carte qui déclenche cet effet. Car un effet fait référence à vos adversaires, il concerne tous les autres joueurs. Car un effet fait référence à un voisin, vous choisissez entre le tableau du joueur directement à votre gauche ou celui directement à votre droite. Vous avez cette tête de jeu très bien faite qui vous explique toutes les icônes. Une fois que ceci est fait, que vous allez appliquer l'effet de la carte, vous déplacez le pion messager et vous complétez les deux lieux. Si une icône messager est visible dans la bannière du personnage qui vient d'être acheté, comme ici, là il n'y en a pas par exemple, vous déplacez le pion messager vers le lieu indiqué. Gris vers le haut, château, et marron vers le bas, le village. S'il n'y a pas de telles icônes, ou que la carte a été prise face cachée, le messager reste où il est. Révélez ensuite des cartes pour compléter chaque ligne, comportant moins de 3 cartes visibles. De la pioche du château pour le château, et de la pioche du village pour le village. Si après avoir remélangé la défausse d'un lieu, il est toujours impossible de compléter sa ligne à 3 cartes, retirez du jeu toutes les cartes de ce lieu, et placez le messager sur celui qui reste. Ni dépenser une clé, ni les symboles messagers sur les cartes achetées ne déplacent plus le messager. Dépenser une clé permet toujours de renouveler les 3 cartes du lieu restant. Une fois ces 4 étapes accomplies, c'est au tour du prochain joueur dans le sens horaire. Quelles sont les étapes de fin de partie? La partie s'achève une fois que tous les joueurs ont construit leur tableau de 9 cartes. Lorsque la partie prend fin, les joueurs placeront l'or qui leur reste sur les cartes à score bourse de leur tableau, comme ceci. Dans la limite de la capacité du stockage indiquée en noir sur chacune de ces bourses. Ici par exemple donc 9 pièces maximum. Vous avez un carnet qui est fourni pour comptabiliser les points rapportés par chacun des parchemins de score visibles sur vos cartes. Chaque parchemin vous demande toujours de tenir compte uniquement des éléments se trouvant sur votre tableau. Chaque clé en votre possession à la fin de la partie vous rapporte un point. L'or qui n'est pas stocké sur des bourses, quant à lui, ne rapporte rien. Conservez tout de même pour trancher les égalités. Vous additionnez les points de chacune de vos cartes et de vos clés pour obtenir votre score. Le joueur avec le score le plus élevé remporte la partie. En cas d'égalité, c'est le joueur à qui il reste le plus d'or qui l'emporte. Si l'égalité persiste, les joueurs se partagent la victoire. Imaginons qu'en fin de partie, un joueur se retrouve comme ceci. Le joueur marquerait 3 fois 3 points pour 3 lots en fonction de ce symbole-là. Ça lui ferait 9 points. Ici, il marquerait 2 fois 6 points, car il manque 2 blasons. Ici, il marquerait 11 points, 1 point pour chaque clé qui lui reste. Ici, il marquerait 3 fois 3 points, pour 1, 2, 3 blasons présents sur la ligne. Ici, il marquerait 2 fois 2 points, pour 2 ors stockés sur la carte. Ici, il marquerait 5 points, car cette carte est sur un des emplacements demandés, comme c'est indiqué ici. Ici, il marquerait 6 points, car il y a 2 ors sur la sculptrice, ainsi que 4 ors sur la miraculée. Ici, 0 points, car une carte retournée ne rapporte rien. Ici, 4 fois 2 points pour 4 ors stockés sur cette carte, car c'est le maximum que cette carte pouvait stocker. Et finalement, 11 points supplémentaires pour les clés conservées, ce qui ferait un total de 75 points. Donc je vais vous redire comment se passe un tour de jeu. À votre tour, vous pouvez dépenser une clé, ce qui est optionnel, acheter une carte, ce qui est obligatoire, appliquer l'effet de la carte, ce qui est obligatoire, déplacer le pion messager et compléter les deux lieux, ce qui est également obligatoire. Vous jouez comme ceci jusqu'à la fin de la partie. Les joueurs se retrouveront donc avec un tableau de 9 cartes, 3 par 3. Ils additionnent leurs points et le joueur avec le plus de points remporte la partie. Maintenant, je vais vous dire ce que j'ai pensé du jeu. Château Combo propose une expérience stratégique et tactique de grande qualité, qui saura ravir les amateurs de jeux de placement de cartes et de gestion de ressources. Avec des règles simples à assimiler, il a réussi à offrir une profondeur stratégique tout en restant fluide et engageant. Le jeu s'inscrit dans un univers médiéval avec 2 lieux distincts, le château et le village. Ces lieux servent de point de recrutement pour les personnages que les joueurs devront gérer et intégrer dans leur tableau. Le pion messager, qui déplace les possibilités de recrutement d'un lieu à l'autre, ajoute une dynamique intéressante et fait en sorte que le jeu reste fluide et captivant tout au long des parties. Le jeu parvient à installer une ambiance solide soutenue par de belles illustrations sur les cartes. L'esthétique de ces dernières, avec leur design clair et cohérent,
participent grandement à l'atmosphère du jeu. Les différents personnages ont chacun un rôle spécifique, ce qui les rend uniques et offre une grande variété d'options stratégiques. Les illustrations accompagnent bien la thématique et plongent le joueur dans un contexte où les choix de recrutement et de placement sont essentiels pour la victoire. Le thème est suffisamment bien intégré à la mécanique pour créer une ambiance agréable et captivante. Les joueurs se sentent immergés dans une compétition féroce pour recruter les meilleurs personnages et optimiser leur tableau. L'un des points forts du jeu réside dans la simplicité de ses règles, qui permet une prise en main rapide tout en offrant une profondeur stratégique appréciable. Le but du jeu est de recruter 9 personnages qui seront placés dans un tableau de 3 par 3. Chaque personnage recruté rapporte des points en fin de partie, mais peut aussi avoir des effets immédiats qui influencent directement la dynamique de la partie. Chaque joueur commence avec un nombre de ressources de base, clés et or, et doit gérer ses ressources avec soin pour recruter des personnages dont le coût peut fluctuer selon la situation. Ces ressources sont fondamentales car elles déterminent les choix de recrutement des joueurs. Le tableau de chaque joueur se construit donc progressivement et devient le centre de toutes les décisions stratégiques. Chaque carte recrutée doit être placée adjacente à une carte déjà présente dans le tableau, ce qui implique une réflexion constante sur la meilleure manière de compléter son tableau tout en maximisant les effets des cartes. Le système de gestion de ressources, qui comprend à la fois les clés et l'or, est à la fois simple et efficace. L'or, par exemple, est nécessaire pour acheter les personnages. Le fait que ces deux ressources soient bien intégrées dans le système de jeu, tout en étant gérées de manière fluide, permet aux joueurs d'être constamment dans un état de tension stratégique, car chaque dépense doit être réfléchie afin d'optimiser les actions suivantes. Les mécaniques des réductions d'or est un autre point intéressant du jeu. Certaines cartes confèrent des réductions permanentes sur les coûts d'achat des personnages dans un lieu particulier. Cette mécanique ajoute une dimension supplémentaire de gestion à la partie, car chaque joueur devra non seulement choisir les personnages qu'il souhaite recruter, mais aussi optimiser ses choix pour bénéficier des réductions au fil du jeu. Les joueurs devront anticiper non seulement leurs besoins immédiats en or, mais aussi les répercussions de leur choix de recrutement sur le long terme. Ce système crée un jeu extrêmement fluide où les décisions doivent être prises en fonction des ressources disponibles et des avantages immédiats que chaque carte peut apporter. Le jeu se distingue par la richesse de ses choix stratégiques. Chaque tour offre des décisions importantes, qu'il s'agisse de la carte à acheter, de la manière de la placer dans son tableau ou de l'usage des ressources. L'interaction entre les différents éléments du jeu, comme le placement des cartes, le coût en or, l'activation des effets personnages et le déplacement du messager crée un réseau complexe de stratégies possibles. Le placement des cartes est sans doute l'un des aspects les plus intéressants du jeu. Il s'agit non seulement de remplir des lignes et des colonnes, mais aussi de maximiser les synergies entre les personnages présents dans son tableau. Certaines cartes apportent des bonus lorsqu'elles sont placées à des endroits précis du tableau, ce qui oblige les joueurs à anticiper l'évolution de leur configuration tout au long de la partie. Le déplacement du messager peut changer drastiquement les opportunités de recrutement, et cela pousse les joueurs à être toujours sur leur garde et à ajuster leur stratégie en fonction des circonstances. Le jeu propose une belle variabilité grâce aux effets des cartes. Chaque personnage recruté peut avoir un effet différent et l'interaction entre les cartes offre une multitude de combinaisons possibles. Cela garantit que chaque partie sera différente et les joueurs devront adapter leur stratégie en fonction des cartes qui leur seront proposées. Mais si l'interaction directe entre les joueurs est relativement faible, pas de mécanisme de blocage ou de compétition directe, l'effet de certaines cartes peut tout de même affecter les autres joueurs, en particulier lorsqu'il s'agit de prendre des décisions concernant les ressources ou le tableau de jeu. Les effets qui touchent les voisins sont aussi un ajout intéressant et créent des moments de tension qui enrichissent la relation entre les joueurs sans créer de confrontation directe. Les interactions restent subtiles, ce qui permet à chaque joueur de se concentrer sur sa propre stratégie, tout en ayant à l'esprit les actions de ses voisins. Cela crée une expérience de jeu très fluide et agréable, où l'on doit se concentrer sur ses propres choix, tout en restant attentif à l'évolution des autres joueurs. L'une des forces de Château Combo est son accessibilité. Les règles sont simples à expliquer et à comprendre, ce qui permet aux joueurs novices d'entrer rapidement dans la partie. En revanche, la profondeur stratégique du jeu permet aux joueurs plus expérimentés de constamment affiner leurs tactiques et de trouver de nouvelles façons de maximiser leurs points. La courbe d'apprentissage est douce, mais le jeu offre suffisamment de défis pour que chaque partie soit une nouvelle occasion de tester des stratégies plus complexes. Château Combo est une véritable réussite en termes de conception et d'exécution. Il réussit à allier simple mécanique de jeu et stratégie profonde, permettant ainsi de proposer une expérience accessible tout en offrant de multiples niveaux de complexité. La gestion des ressources, l'impact du placement des cartes et les synergies qui en découlent, ainsi que la gestion de l'effet du messager, en font un jeu particulièrement captivant. Il se distingue également par sa variabilité, grâce aux cartes et aux effets qu'elles apportent. Chaque partie est différente, ce qui incite les joueurs à explorer diverses stratégies et à repenser leurs choix à chaque nouvelle partie. Château Combo est parfait pour ceux qui recherchent un défi stratégique qui n'est ni trop lourd ni trop complexe, mais qui offre des heures de plaisir à ceux qui aiment la réflexion et les choix tactiques. Le jeu offre une expérience stratégique profonde et équilibrée, où chaque décision compte, où les joueurs doivent constamment adapter leur approche. Si vous aimez les jeux de placement, de gestion de ressources et de réflexion stratégique, vous serez comblé par ce jeu qui propose une richesse de gameplay et une rejouabilité très élevée. Donc voilà pour cette vidéo sur Château Combo, j'espère que ça vous a plu, que ça nous a plus appris sur le jeu. Moi je vous invite à le découvrir encore une fois. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!